Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Savoie, je suis diététicienne enregistrée avec les PLC et je suis modératrice du webinaire. Bienvenue à ce premier webinaire organisé par notre équipe de diététistes. Et je suis ravie de vous annoncer que nous avons plus de 1500 personnes inscrites d'une côte à l'autre à ce webinaire. Une période de questions suivra la présentation, mais vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Nous tâcherons de répondre à un maximum de questions. Afin de télécharger la présentation, il suffit de cliquer sur le lien au bas de l'écran. Maintenant, j'aimerais vous présenter Kelsey Mangano de l'Université de Massachusetts Lowell. Le Dr Mangano est professeure adjointe et directrice du programme de sciences de la nutrition pour le département des sciences biomédicales et nutritionnelles. Elle est également membre du University Center for Population Health. En plus de ses rôles, le Dr Mangano est enseignante à l'Institute for Aging Research, Hebrew Senior Life, Harvard Medical School. Sa recherche porte sur le vieillissement des adultes, les produits laitiers, le calcium, les protéines, les schémas diététiques, alimentaires et la relation entre l'ossature et la musculature. Elle vous parlera aujourd'hui de la santé osseuse, des produits laitiers, du calcium et au-delà. Bonjour tout le monde. Merci infiniment de m'avoir invité à prononcer ce discours aujourd'hui. Merci Nathalie et je remercie également tous les coordonnateurs du symposium et les producteurs laitiers du Canada de m'avoir invité à vous adresser la parole aujourd'hui. Et je remercie les participants pour l'intérêt qu'ils portent à ce sujet. J'aimerais commencer par vous parler de mes subventions actuelles et du fonds de soutien que j'ai obtenu au préalable pour certaines des études que je vais vous communiquer aujourd'hui. Les objectifs de la présentation sont triples. D'abord, nous allons identifier les nouveaux rôles des produits laitiers en matière de masse osseuse pendant l'enfance et l'adolescence et leur rôle dans la prévention de l'ostéoporose et des fractures chez les adultes plus âgés. Ensuite, nous décrirons la recherche récente portant sur les nutriments laitiers et leur interaction en matière de résultats pour la santé osseuse. Et nous allons examiner le nouveau domaine de l'acte intestin-os et l'impact du microbiome intestinal. J'aimerais commencer par nous réorienter en matière de physiologie de l'os. Le squelette est un organisme qui change, qui est en évolution, qui est très actif. Nous sommes constamment en train de construire un nouveau squelette tous les 10 ans lorsque nous sommes adultes. Donc, chaque décennie, après chaque 10 ans, nous créons un nouveau squelette. Et cela se fait par une série de processus très complexes et en interaction. Sur cette diapositive, vous voyez une image de la physiologie de l'os. Si nous regardons cela de plus près, jusqu'au niveau cellulaire de l'os, nous voyons les différentes phases de la régénération du squelette au fil des années. Pendant l'enfance et l'adolescence, ce processus s'appelle le modelage, parce que les enfants construisent constamment des os pendant qu'ils construisent leur squelette, et ceci jusqu'au début de l'âge adulte. Pendant l'âge adulte, nous parlons de remodelage, parce que nous sommes constamment en train de désagréger des os et de remodeler, de reconstruire des os au fil des années, mais nous ne créons pas de squelette ni plus grand ni plus robuste. Nous essayons simplement de maintenir le squelette que nous avons atteint pendant l'enfance. Je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Ici, vous voyez une biopsie de la crête iliaque humaine. Donc, c'est le haut de la hanche. Il s'agit d'une biopsie de ce tissu, de la crête iliaque. Et vous allez reconnaître à gauche les cellules qui s'appellent ostéoclastes et qui sont responsables de la résorption osseuse. Ces cellules voyagent le long de la surface de l'os et dégagent de l'acide qui désagrège la matrice osseuse et forment des petites poches à l'intérieur de l'os, permettant, donc, créant des endroits, des espaces pour la nouvelle formation osseuse. À droite de l'écran, vous allez également reconnaître sans doute ce qui s'appelle habituellement la deuxième partie ou la partie finale de la formation qui comprend des cellules que l'on appelle les ostéoblastes. Ces cellules sont responsables de la formation osseuse pour remplir ces petites poches nouvellement formées qui ont été créées par les ostéoclastes. Et les ostéoblastes vont donc remplir une nouvelle matrice.
utilisant des minéraux, du collagène et autres matrices protéiniques pour former de nouveaux os, une nouvelle masse osseuse. Et donc, nous construisons constamment un nouveau squelette tous les 10 ans, comme je l'ai expliqué. Maintenant, ce que vous connaissez peut-être moins bien, c'est la partie centrale, c'est-à-dire la biopsie, la phase de réversion. C'est un nouveau domaine d'intérêt pour nous parce que nous apprenons qu'il existe cette phase intermédiaire de remodelage osseux qui est une phase très importante pour le maintien de la matrice pendant que les ostéoclastes font la résorption de l'os et que les ostéoblastes font la formation osseuse. Cette phase de réversion fait intervenir les ostéoclastes et les ostéoblastes en coordination très étroite entre ces deux types de cellules. Et c'est impératif pour maintenir l'intégrité du squelette pendant le processus de modelage constant. Il y a également une espèce de tente ou de canopée de cellules rattachées à la vascularisation qui permet de dégager des nutriments et d'accepter des nutriments dans cette matrice osseuse nouvellement formée. Cette structure en forme de tente est également celle où nous interagissons avec d'autres marqueurs et biomarqueurs sur lesquels je reviendrai, qui influencent peut-être la fréquence et la profondeur à laquelle les os sont remodelés. Sur cette diapositive, vous voyez donc le modelage et le remodelage de l'os au fil du temps. Sur l'axe X, vous voyez les années par décennie. Et sur l'axe Y, le développement de la masse osseuse. Comme je vous l'ai déjà signalé, pendant les 20 premières années de vie, c'est là où nous accumulons de la masse osseuse, où de 40 à 60% de notre masse osseuse est accumulée pendant les premières années de vie, de 10 à 20 ans. Donc, la masse osseuse maximale, c'est-à-dire la masse osseuse la plus importante que nous atteindrons au cours de notre vie, est atteinte vers l'âge de 18 ans, 90%, et 100% de la masse osseuse est réalisée au plus tard à l'âge de 30 ans. Quand nous parlons d'atteindre la masse osseuse maximale, eh bien, c'est essentiel pour empêcher les conséquences gériatriques qui peuvent se présenter plus tard dans la vie si nous n'atteignons pas la masse osseuse maximale possible. C'est un peu comme un fonds de retraite, si vous voulez. Donc, avant de prendre votre retraite, vous travaillez pendant des décennies, vous économisez un maximum d'argent, du moins on l'espère, et comme ça, au moment de votre retraite, vous allez pouvoir tirer sur ce compte en banque, sur ces économies, et continuer de vivre une belle vie. C'est la même chose pour les os. Nous construisons nos os, nous accumulons la masse osseuse jusqu'à l'âge de 30 ans. Après, il y a déjà la retraite, et typiquement, il est impossible d'accumuler davantage de masse osseuse après cet âge. Après l'âge de 30 ans, typiquement, nous perdons de la masse osseuse chaque année. Donc, comme vous le constatez, atteindre la masse osseuse maximale est essentiel si vous voulez empêcher la perte importante de masse osseuse telle que cela pourrait provoquer des fractures plus tard pendant l'âge avancé en raison d'ostéoporose. Ce que vous voyez également sur cette diapositive, c'est que même si nous perdons la masse osseuse petit à petit, les os restent relativement constants jusqu'à l'âge de 50 ans. Et typiquement, c'est à ce moment-là que les femmes passent par la ménopause. Et c'est associé avec une perte annuelle moyenne de 3 à 5% pendant ces premières années de la ménopause. Et après, les femmes continuent de perdre 1% de leur masse osseuse chaque année. Pour les hommes, la chute est un peu moins dramatique, mais se présente également vers la fin des années de la soixantaine et début de la soixantisaine en raison de la perte de testostérone. S'il n'y a pas eu suffisamment d'accumulation de masse osseuse maximale et s'il y a une perte d'1% de masse osseuse par année, vous constatez rapidement à quel point ces personnes arriveraient en situation d'ostéoporose qui peut provoquer des fractures osseuses. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'ostéoporose est une maladie pédiatrique et qui a des manifestations gériatriques. Un grand nombre de facteurs influent sur la masse osseuse maximale. Habituellement, elles sont dans 2 facteurs, à savoir ceux que l'on ne peut pas modifier et ceux sur lesquels nous pouvons agir. Les facteurs sur lesquels nous ne pouvons pas agir sont le genre, la race et la génétique. La génétique est responsable de 70% des variations dans la masse osseuse. Mais il y a des facteurs de risque modifiables, à savoir les facteurs hormonaux, le statut nutritionnel, l'activité physique, le poids corporel et la composition corporelle. Ce sont des facteurs sur lesquels nous avons un certain contrôle pendant la durée de notre vie et qui sont particulièrement importants pendant l'enfance et l'adolescence pour nous permettre d'atteindre la masse osseuse maximale la plus élevée possible. Et nous allons parler aujourd'hui des éléments nutritionnels qui peuvent influencer
cette masse maximale. Nous allons également parler de l'autre extrême du spectre, c'est-à-dire des conséquences gériatriques qui peuvent se présenter si nous ne réalisons pas la masse osseuse maximale la plus importante possible, en maintenant ces facteurs positifs tout au long de notre vie. Je suis sûre que vous connaissez fort bien cette photo à droite. Vous voyez un os normal. Ce sont là les petites alvéoles que j'ai mentionnées où les ostéoclastes grugent de l'os de manière à ce que les ostéoblastes puissent créer de nouvelles masses osseuses. Et c'est très important pour maintenir l'intégrité structurelle du squelette et pour permettre à nos os une certaine souplesse. Comme ça, si vous vous cognez contre une porte ou si vous tombez, vous faites une chute pendant une activité sportive, vous n'allez pas casser vos os. À gauche, cependant, vous voyez ce qui se passe si la résorption dépasse la quantité d'os formés. Donc, ces alvéoles sont de plus en plus importantes, de plus en plus grosses, et l'os devient de plus en plus fragile. Et vous voyez que la flèche montre une microfracture dans cet os. Ces microfractures fragilisent énormément l'os. Par conséquent, si vous faites une chute sur les genoux, par exemple, après avoir été debout, vous auriez une forte probabilité de fracture de la hanche, uniquement par une chute relativement mineure. Nous devons nous préoccuper de l'ostéoporose parce que c'est une maladie qui peut provoquer les fractures des os. Et je voudrais vous faire parcourir quelques prévisions vraiment stupéfiantes. Ce qui peut se passer chez une personne atteinte d'une fracture de l'os. Les personnes capables de marcher avant la fracture, eh bien seulement 50% sont toujours capables de marcher, sont ambulatoires après la fracture. Et une fois qu'il y a eu fracture de la hanche, de 10 à 20%, il y a de 10 à 20% de mortalité supplémentaire. Donc une personne sur 5 victime d'une fracture de la hanche mourra dans l'année qui suivra l'accident. Donc c'est une maladie qui me préoccupe énormément et que je veux absolument prévenir. Cette maladie est prévalente à l'échelle mondiale. Et par conséquent, le bien-être des adultes vieillissants doit être optimisé pour réduire les coûts de santé et améliorer la qualité de vie. Donc, tout comme il y a des facteurs de risque modifiables et non modifiables pour ce qui est de la masse osseuse maximale, il y a également plusieurs facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir, que nous pouvons surveiller du moins pour ce qui est de la prévention des fractures par ostéoporose plus tard dans la vie. En voici quelques exemples sur lesquels on peut agir. Par exemple, un poids corporel faible, tabagisme ou éviter le tabagisme, mauvaise santé, fragilité, chute récente, parce que les chutes récentes sont un indicateur de chute future et les chutes futures peuvent provoquer des fractures, faible activité physique puisque cela a des retombées sur notre équilibre et la masse musculaire et la force musculaire et cela est mauvais, cela augmente notre risque de chute et de fracture. Et la consommation d'alcool, c'est-à-dire une consommation plus que modérée, c'est-à-dire plus que 2 verres d'alcool par jour pour les femmes et plus que 3 verres par jour pour les hommes. La consommation plus que modérée augmente le risque de chute et de fracture. Maintenant, tout à fait en bas, j'ai mis en exergue mauvaise alimentation. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quel type de facteurs alimentaires devons-nous garder à l'esprit et sur lesquels on devrait conscientiser nos patients de manière à prévenir les fractures et l'ostéoporose et comment également aider nos patients pédiatriques à atteindre la masse osseuse maximale possible. Eh bien, traditionnellement, en recherche, nous avons parlé de nutriments et de leur relation avec les résultats pour la santé. C'est la même chose pour les os. Typiquement, on examine les nutriments individuels et leur relation avec la masse osseuse. Mais les recommandations alimentaires plus récentes et les diététiciens et les scientifiques commencent à comprendre que tous ces nutriments interagissent les uns avec les autres. Leurs aptitudes à être absorbés ou digérés s'influencent les uns les autres. Et par conséquent, nous mettons plus l'accent sur l'alimentation globale et les groupes alimentaires dans leur ensemble et comment ces groupes peuvent avoir des retombées sur la santé osseuse, le sujet qui nous intéresse. Alors, je vais examiner comment le régime alimentaire interagit avec la santé osseuse. Nous allons examiner les nutriments individuels, leur interaction et comment ces nutriments sont formés dans les produits alimentaires, dans les aliments qui peuvent avoir des retombées sur la santé. J'aimerais en arriver maintenant au sujet qui m'intéresse pour vous exposer ce qui a été documenté comme étant un régime alimentaire qui favorise la santé osseuse. Donc, en parlant à vos patients, quel type d'alimentation pourriez-vous consommer pour optimiser votre santé osseuse? Quelle est la recherche la plus récente sur le sujet? Eh bien, voici les 3 nutriments qui ont fait l'objet du maximum de recherche et ce sont des recommandations qui viennent
d'un énoncé de consensus de la European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, publié en Europe en 2014. Cet organisme recommande, en raison de la recherche récente, qu'un apport de protéines optimal d'1 à 1,2 g par kilogramme de poids corporel par jour, avec au moins 20 à 25 g de protéines de haute qualité à chaque repas principal, est recommandé et exigé pour une bonne santé osseuse. C'est parce que la présence d'acides aminés suffisants à chaque repas est exigée pour bien stimuler les facteurs de croissance et les autres composants de nutriments directement au niveau de l'os, pour avoir un impact sur les ostéoclastes et les ostéoblastes, qui sont les cellules qui interviennent dans la formation et la résorption de l'os. Deuxième partie de la recommandation, un bon apport de vitamine D, 800 unités internationales par jour pour maintenir une teneur sérique dépassant 50 nanomillimoles par litre. Et ceci est tiré de la preuve que la vitamine D protège contre les fractures, protège les os, et que la vitamine D est également nécessaire pour une bonne homéostasie du calcium dans l'organisme, parce que cela stimule l'absorption de calcium dans l'intestin. Et l'apport de calcium de 1000 mg par jour, en plus d'une activité physique régulière de 3 à 5 fois par semaine, plus apport de protéines suite à ou très proche d'un exercice physique, est également recommandé. Alors vous voyez que ces lignes directrices ne sont pas si simples. Il ne s'agit pas simplement de consommer XY nutriments en bonne quantité. Il s'agit d'une interaction complexe parmi ces nutriments, le moment de leur consommation, de leur apport, et si cela s'accompagne d'activité physique qui peut même augmenter la vasculature, stimuler la vasculature et déterminer la quantité de sang qui est liée aux ostéoclastes et aux ostéoblastes après l'activité physique. Il y a une augmentation d'une vasculature saine, ce qui provoque une bonne absorption des nutriments, qui est particulièrement utile plus tard dans la vie à mesure que nous vieillissons et que notre vasculature diminue. Alors voici ce qui est typiquement recommandé comme alimentation propice à la santé osseuse. Et nous pourrions sans doute élargir ces recommandations alimentaires à d'autres groupes alimentaires également, comme vous le verrez par la suite. Malheureusement, même si nous savons que le calcium est le nutriment qui fait l'objet de la plus grande quantité de recherche en matière de santé osseuse, malheureusement, parmi toutes les recommandations alimentaires et interventions de santé publique, la plupart des Américains et des Canadiens ne consomment toujours pas assez de calcium selon les recommandations. Vous voyez que selon un texte utilisé dans le sondage publié en 2012 par le National Nutrition and Health, 80% des adolescents de 8 à 18 ans n'ont pas consommé suffisamment de calcium, 1300 grammes par jour recommandé, donc pour l'apport nutritionnel recommandé. Et vous voyez sur le tableau 2, publié en 2011, on voit que à travers les groupes d'âge, vous voyez ici les hommes en haut et les femmes dans la deuxième moitié du tableau, et à mesure que vous descendez la colonne, les sujets vieillissent. Et dans chacun des groupes d'âge, des plus jeunes aux plus vieux, et c'est vrai pour les femmes et pour les hommes, ils ne consomment pas suffisamment de calcium, c'est-à-dire 1000 mg pour les plus jeunes et 1200 à partir de l'âge de 50 ans. Et il n'y a pas un écart de simplement 10 ou 50 mg, ce sont des centaines de milligrammes par jour de carence. Et des résultats très semblables ont également été observés dans les données de Nutrition Canada. Beaucoup de recommandations alimentaires recommandent la consommation de 3 portions par jour de produits laitiers, parce que cette quantité peut fournir la plupart de l'apport recommandé de calcium pour la population générale. Alors vous verrez ici que le tableau 1 montre le contenu essentiel par 100 grammes de produits laitiers. Alors ne vous trompez pas. Il faut comprendre qu'il s'agit de nutriments par 100 grammes de lait, de yogourt et de fromage, typiquement 3 à 3,5 onces de ces produits laitiers par jour. Et vous verrez que la teneur en calcium est assez élevée dans tous les produits laitiers et que cela dépend un petit peu selon si vous consommez des produits à pleine teneur en gras ou écrémés. C'est pour ça que nous recommandons 3 portions de produits laitiers par jour. Parce que nous pouvons supposer qu'une portion de produits laitiers, c'est-à-dire une tasse de yogourt ou de lait ou 1,5 onces de fromage, est l'équivalent d'environ 250 à 300 mg de calcium absorbable. Donc, si vous avez 3 portions
de produits laitiers par jour. Ce serait l'équivalent de 900 mg de calcium total. Nous supposons également que, avec les autres produits que vous consommez de fèves, de légumineuses, de noix, etc., que vous aurez une autre quantité de milligrammes, ce qui vous permettrait d'atteindre donc votre apport nutritionnel recommandé. La raison pour laquelle les recommandations actuelles mettent l'accent sur 3 portions par jour de produits laitiers, c'est en raison de la quantité de calcium absorbable estimée qui peut être reçue à partir de ces aliments. La biodisponibilité du calcium des produits laitiers est tout à fait unique. Et sur ce tableau, qui est tiré du numéro le plus récent de Modern Nutrition in Health and Disease, qui a été publié il y a 2 ans environ, je pense, donc c'est tout nouveau. Eh bien, ce tableau vous montre les sources alimentaires de calcium biodisponibles. Et vous verrez que le calcium par portion varie passablement parmi les produits. Et vos patients, tout comme les mêmes, disent, eh bien, si je suis végétalien ou végétarien et que je ne consomme pas de produits laitiers, je sais que je peux obtenir suffisamment de calcium par mes légumes verts, les épinards, etc. C'est merveilleux qu'ils mangent un régime varié, mais je dois les éduquer sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de biodisponibilité à partir de ces sources de calcium dans leur régime alimentaire. Alors, vous voyez sur ce tableau qu'une portion de produits laitiers peut offrir 250 à 300 mg de calcium par jour, et pour obtenir l'équivalent de ce calcium, pas simplement cette quantité de calcium de l'aliment lui-même, mais d'atteindre cette même quantité de calcium absorbée par l'intestin, il faudrait consommer de 5 à 6 portions de légumineuses par jour ou de légumes verts feuillus, uniquement pour correspondre à une portion de produits laitiers. La raison pour laquelle le calcium est moins biodisponible dans le brocoli et les fèves, etc., c'est en raison de leur acide oxalique et phytique très important. Donc, ces composantes sont des chélateurs dans l'aliment et entrent dans l'estomac avec le calcium alimentaire et s'attachent au calcium et font sortir le calcium du corps par les excréments et bloquent donc l'absorption du calcium, alors que les produits laitiers ne contiennent pas ces chélateurs. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la biodisponibilité du calcium des produits laitiers est tellement élevée. Autre raison pour laquelle la biodisponibilité des produits laitiers ou du calcium est si importante, fait l'objet encore de recherches. Je veux également vous signaler que vous remarquerez sur cet écran que les substituts aux produits laitiers ne sont pas évoqués. Ces substituts, ces succédanés, sur lesquels vos clients vous poseront certainement aussi des questions, ont la même quantité de calcium que beaucoup de produits laitiers et ont une bonne biodisponibilité. Cependant, vous devez veiller à ce que vos patients agitent ces contenants rapidement et fréquemment avant chaque utilisation, parce que sinon le sédiment tombe en bas des contenants et beaucoup de gens ne consomment pas autant de calcium qu'ils le pensent par ces produits de substitution, parce qu'ils n'agitent pas bien les contenants avant de consommer le produit. Alors, ici, nous ne parlons que de calcium dans ces produits de substitution, mais sur le cliché suivant, vous verrez qu'au-delà du calcium, la composition des produits laitiers, sa composition en nutriments est très, très unique, différente de tout autre aliment. Alors ici, sur ce tableau numéro 1, vous voyez le contenu de nutriments osseux par 100 grammes, encore une fois, je le rappelle, de produits laitiers choisis. Vous voyez le contenu en calcium, potassium, phosphore et protéines. Et la raison pour laquelle c'est tellement important, c'est que les produits laitiers offrent plus de produits de calcium, de magnésium, de potassium, de zinc et de phosphore par calorie que tout autre aliment. Par conséquent, les produits laitiers sont une source particulièrement riche et dense de ces nutriments propices à la formation osseuse et à la santé osseuse. Et je vais me pencher sur seulement certains de ces éléments et je vous parlerai de la recherche la plus récente. Alors aujourd'hui, je passerai en revue rapidement la recherche la plus récente portant sur la vitamine D, le magnésium, le potassium et les protéines et comment leurs interactions influent sur la santé osseuse. Un petit rappel maintenant. Ici, vous voyez la vitamine D et les recommandations. À gauche de la ligne jaune, vous verrez des recommandations pour des sujets âgés de 19 à 70 ans.
Ça, ce sont des niveaux sériques de quelques 50 à 60 nanomoles par litre de vitamine D, 25 hydroxy. Et pour les apports nutritionnels, la recommandation est de 600 unités internationales par jour. À partir de l'âge de 70 ans, les niveaux sériques devraient être de 75 à 100 nanomoles par litre et un apport nutritionnel devrait atteindre de 700 à 800 unités internationales par jour. Ici, vous voyez les résultats d'une méta-analyse de Bischoff-Ferrari publiée en 2009 montrant la compilation de 8 essais randomisés qui ont utilisé des suppléments à la vitamine D. Ce qui est unique avec cette méta-analyse, où ils ont synthétisé donc les résultats de ces essais randomisés, ces 8 essais randomisés, c'est qu'ils ont également inclus la compliance, c'est-à-dire la quantité de vitamine D que les participants ont véritablement consommée par rapport à ce qui leur avait été recommandé. Et vous voyez, regardons ici la vitamine D par rapport à la fracture de la hanche. Et la fracture de la hanche est non traumatique, c'est-à-dire qui se produit lors d'une chute à partir d'une posture debout. Et on voit le risque relatif sur l'axe des X. Et tout ce qui dépasse 1 dit que c'est nuisible, augmente donc le risque de fracture. Et en deçà de 1 veut dire qu'il y a eu un risque réduit de fracture au fil du temps. Donc, dans l'ensemble, le risque relatif global de tous ces 8 essais combinés montre qu'il y a un risque relatif de 0,82, c'est-à-dire que ça a diminué le risque de fracture, et ce, avec seulement 400 unités internationales de vitamine D par jour. Donc, les sujets dans ces études avaient une réduction de 18% des fractures de la hanche et une réduction des fractures non vertébrales de 20%. Ils consommaient plus de 400 unités internationales de vitamine D par jour. Ce diapo vient de la même étude, mais montre les niveaux sériques, 25 hydroxy D par millimol par litre, à travers les essais randomisés. Vous voyez que ces essais ont également fourni la vitamine D. Les triangles sont des études où il y a eu supplément et les cercles représentent l'ergocalciférol comme supplément, donc 2 formes de suppléments. Et dans l'ensemble, cette étude a constaté une efficacité anti-fracture qui a augmenté de façon importante, plus la dose était importante, et des meilleurs niveaux de vitamine D, 25 hydroxy. Donc, vous ne voyez pas qu'un seul risque relatif, vous voyez en pointillé un lien parmi les 12 essais randomisés et leur risque relatif, montrant donc une pente négative importante dans toutes ces études, démontrant donc une réduction du risque de fracture au fil du temps. Malheureusement, je n'ai pas inclus dans ma présentation une étude plus récente d'une méta-analyse publiée en 2012 de plus de 4000 participants qui ont également participé à des essais randomisés de vitamine D qui ont examiné les ratios de risque mesurés en teneur sérique de vitamine D chez les sujets. Et cette étude plus récente a démontré qu'il y a eu une 37% de réduction du risque de fracture de la hanche chez les individus dont les niveaux sériques de vitamine D dépassaient 61 nanomoles par litre, et ceci en comparaison à des individus dont les teneurs sériques étaient en deçà de 30 nanomoles par litre. Dans l'ensemble, par conséquent, ces méta-analyses, un grand nombre d'essais randomisés ont démontré qu'à des doses plus importantes de vitamine D en supplément, c'est-à-dire plus que 400 unités internationales par jour, il y a une réduction des fractures non vertébrales de 20% et de fractures de la hanche de 18%. Doses plus importantes de vitamine D ou des niveaux stériques plus importants provoquent une plus forte réduction de la fracture. Cependant, des doses plus importantes de vitamine D doivent encore faire l'objet d'exploration. Il y a des lacunes dans la littérature en matière de vitamine D et des résultats osseux. Donc, l'innocuité et l'efficacité des doses plus importantes de vitamine D chez les personnes plus âgées font l'objet de recherches actuelles et en profondeur dans un grand nombre d'études dont les résultats devraient être publiés sous peu. Et les chercheurs examinent la possibilité d'indicateurs de toxicité si les doses de vitamine D sont trop importantes et si cela peut avoir d'autres conséquences pour la santé. Et ces méta-analyses
ont tiré des conclusions, peu importe l'apport en calcium. Et l'innocuité et l'efficacité de combinaison de vitamine D et de calcium sur la santé osseuse doivent encore être étudiées. Et il n'y a pas suffisamment de données sur les femmes prénopausées. Et comme je vous ai expliqué, l'importance de la santé osseuse tout au long de la vie est très importante. Donc, on ne devrait pas se concentrer uniquement sur les femmes après la ménopause. Il faut examiner la vie avant la ménopause pour voir si on peut avoir un impact sur la santé osseuse avant la forte chute de densité osseuse. Le magnésium est un minéral qui est également déposé dans le tissu osseux. Un corps adulte comporte quelques 25 grammes de magnésium avec 50 à 60% étant présent dans les os et le reste étant réparti dans les tissus mous. Et le magnésium, on l'a démontré, a un impact sur la santé osseuse. Il y a deux raisons de cela, deux mécanismes. D'abord, le magnésium influe sur la formation, la régulation positive des ostéoblastes et influe également sur la concentration de l'hormone parathyroïdienne, qui est le régulateur de l'homéostasie du calcium, et de la forme active de vitamine D, qui est responsable d'une plus forte résorption de calcium par l'intestin. Donc, le magnésium peut influencer l'os par ces deux mécanismes. Ici, vous voyez une étude de cohorte qui a été menée et publiée en 2014 par la Women's Health Initiative, portant sur un peu moins de 5000 femmes ménopausées. Et vous voyez que on a examiné la densité minérale osseuse sur l'axe Y dans des quintiles d'apport en magnésium. Les barres les plus faibles sont la plus faible apport et les barres noires la plus importante apport. Et on examine la hanche, la colonne vertébrale et le corps dans son ensemble. Et vous voyez qu'à la hanche et pour le corps entier, la densité était beaucoup plus importante, de 3% plus importante à la hanche, dans le quintile d'apport de magnésium le plus important et 2% plus important dans le quintile par rapport au quintile supérieur par rapport au quintile le plus faible. Dans cette étude, les chercheurs ont indiqué qu'ils n'ont pas trouvé d'incidence de réduction de risque relatif de fracture de la hanche ni de fracture du corps entier à travers les différents quintiles d'apport en magnésium. Ils n'ont vu une association que pour ce qui est de la densité minérale. Il y a également eu des essais randomisés, dont l'un qui est affiché à l'écran, qui a été également effectué auprès de femmes ménopausées. Cette étude a examiné la densité osseuse trabéculaire. Il y a typiquement deux compartiments de l'os que j'ai évoqués très rapidement, mais le compartiment intérieur est spongieux et très actif sur le plan métabolique. C'est la partie qui est remodelée beaucoup plus rapidement que la composante externe, l'os cortical, qui est beaucoup plus dur et qui est remodelé beaucoup plus lentement. Donc, typiquement, nous voyons des changements dans la densité de l'os trabéculaire en raison de suppléments alimentaires ou de changements des nutriments. Et on le voit surtout dans l'os trabéculaire parce qu'il est plus actif sur le plan métabolique et donc évolue plus rapidement. Cette étude a examiné donc des personnes traitées qui recevaient 6 tablettes de 125 mg d'hydroxyde de magnésium 2 fois par jour pendant 6 mois qui ont été suivies pendant 18 mois supplémentaires en prenant seulement 2 cachets par jour. Et vous verrez que le groupe témoin était également présent dans l'étude. Et par rapport aux témoins, les particuliers qui ont été traités avec des suppléments de magnésium avaient une densité minérale osseuse moyenne beaucoup plus importante après 1 an. Et cette densité supérieure a été maintenue sans changement après 2 ans. Et vous reconnaîtrez que chez les femmes ménopausées, on pourrait s'attendre à la densité de diminuer de 1 à 2% par année, uniquement en raison de leur statut ménopausé. Donc le fait que ces 2 tablettes de magnésium par jour avaient prévenu cette diminution de la densité osseuse au fil des années est un facteur important. Dans l'ensemble, cette étude a démontré que les suppléments de magnésium peuvent être une façon efficace de prévention de la perte de santé osseuse. J'en arrive maintenant au potassium, qui est très prévalent dans les produits laitiers et également dans certains fruits et légumes. Et vous verrez que malheureusement, pour ce qui est du potassium, l'apport moyen est habituellement inférieur aux recommandations. Le potassium peut avoir une influence sur la santé osseuse en raison de ses propriétés alcalines. Donc, un plus fort apport en potassium a un effet positif sur le pH de notre organisme pour ce qui est de jouer un rôle de tampon dans les os et pour fournir un milieu alcalin, de manière à ce que si le corps devient trop acide, typiquement, nous extrayons du calcium
des os pour ramener les niveaux de pH à la normale. Mais cela n'est pas nécessaire s'il y a suffisamment de potassium dans le régime alimentaire pour réguler la teneur dans notre organisme. Il n'est pas besoin donc pour l'organisme d'extraire davantage de calcium des os. Voici donc des preuves de l'effet positif du potassium sur les os. Je veux attirer votre attention à l'étude de Zhou et ses collègues en 2008 qui a porté sur une course prospective de 266 femmes âgées de 70 à 80 ans. Et dans cette étude, les chercheurs ont examiné l'excrétion urinaire de potassium au départ, associée à la densité minérale osseuse à 1 an et ensuite à la densité prévue à 5 ans plus tard. Et la raison pour laquelle on a mesuré l'excrétion de potassium, l'élimination de potassium, c'est parce que cela est considéré comme un critère, un biomarqueur valable et validé du statut de potassium. Parce que 85% du potassium que nous consommons est absorbé et de ce fort pourcentage d'absorption, 80 à 90% est ensuite éliminé par les urines, ce qui en fait donc un biomarqueur très fiable pour ce qui est du statut général en matière de potassium. Et vous voyez les résultats. Ils ont constaté que dans le quartile le plus important d'élimination de potassium dans les urines, ces personnes avaient une densité minérale osseuse beaucoup plus importante après 1 an et 5 ans par rapport au quartile d'élimination de potassium le plus faible. Ensuite, en 2012, un essai randomisé à double insu a été effectué sur 201 femmes et hommes âgés de 65 ans et plus avec des suppléments de 60 milléquivalents de citrate de potassium ou placebo quotidiennement pendant 2 ans. Et à la fin des 2 ans, le groupe à citrate de potassium avait une augmentation de sa masse, de sa densité osseuse, masse osseuse minérale à la colonne lombaire et surtout dans l'os trabéculaire et avait des scores de prédiction utilisés par FRAX de l'OMS beaucoup plus importantes que le groupe témoin. Donc, dans l'ensemble, on voit dans ces études que la supplémentation par le citrate de potassium peut protéger contre la perte osseuse et contre le risque de fracture possiblement et potentiellement en raison de la possibilité pour le potassium d'établir un niveau de pH normal. Maintenant, les protéines et la santé osseuse, c'est le domaine auquel je m'intéresse depuis plus de 10 ans. Donc, c'est mon dada. Et je peux vous assurer que la protéine alimentaire est positivement associée à la santé musculaire et osseuse chez les personnes d'âge plus avancé. Alors, comme je l'ai dit, la protéine peut augmenter la densité osseuse, la robustesse des os et réduire le risque de fracture par toutes sortes d'études qui ont porté sur les mécanismes qui interviennent. Augmente donc les hormones de croissance en circulation qui sont anaboliques à l'os et la protéine alimentaire stimule l'absorption de calcium dans l'intestin, ce qui peut réguler une homéostasie du calcium positif, ce qui améliore la santé osseuse. La protéine alimentaire améliore directement la synthèse des protéines de matrice avec ou sans collagène et améliore également la masse musculaire et la force musculaire, ce qui fournit un stress anabolique sur les os, diminue le risque de chute et améliore donc la densité minérale osseuse et réduit le risque de fracture. Voici la première étude effectuée par mon mentor de Harvard, le Dr. Marian Hannan, qui a utilisé l'étude de Framingham sur l'ostéoporose pour demander si la protéine alimentaire peut prévenir une perte osseuse après 4 ans chez les femmes et les hommes. Vous voyez sur l'axe Y les différents quartiles pour les différents apports alimentaires au col du fémur et à la colonne lombaire. Et vous voyez que les personnes avec le plus fort apport de protéines en violet ont beaucoup moins de perte de masse osseuse après 4 ans par rapport à ceux avec le plus faible apport en protéines qui sont en orange. Ce qui nous montre que, à la fois au col du fémur et dans la colonne lombaire, le quartile le plus important d'apport de protéines totales a empêché les sujets de perdre autant de masse osseuse qu'on aurait pu s'y attendre, parce qu'il s'agissait d'hommes d'âge mûr et de femmes ménopausées. Donc, les protéines totales ont démontré dans cette étude que cela diminuait ces conséquences gériatriques. Depuis cette époque, beaucoup d'autres études ont été effectuées démontrant que les protéines protègent et augmentent la densité minérale osseuse, réduisent les fractures de la hanche et augmentent la densité minérale osseuse dans une étude randomisée effectuée par l'Université Tufts. Il y a beaucoup de questions encore en suspens pour ce qui est de la façon dont la protéine joue sur la santé osseuse. Qu'en est-il
des acides dans les régimes alimentaires avec une forte teneur en protéines animales? Est-ce que les protéines animales ont davantage un impact sur la santé osseuse que les protéines végétales? Et qu'en est-il des interactions que j'ai déjà évoquées? Sur cette diapositive, vous voyez la première interaction que je vais vous montrer, où la protéine alimentaire a été démontrée comme étant bénéfique aux os chez les particuliers qui consomment suffisamment de calcium. Essentiellement dû au fait, comme je l'ai déjà évoqué, que la protéine augmente la résorption du calcium directement dans l'intestin. Donc, cette étude a été faite à l'Université Tufts et ont suivi 3 ans de changement, d'évolution de la densité minérale osseuse chez des sujets recevant des suppléments de calcium et de vitamine D par rapport à un groupe placebo. Et ensuite, au sein de ces groupes randomisés, ils ont demandé si une plus forte consommation de protéines protège contre des changements après 3 ans de la densité minérale osseuse. Et vous voyez que dans le groupe calcium, citrate de calcium plus vitamine D, le tertile le plus important d'apport de protéines alimentaires a non seulement protégé contre la perte osseuse au fil des années, a augmenté le gain osseux au cours de cette période de 3 années. Ceci n'avait pas été constaté dans le groupe placebo, c'est-à-dire que l'apport en protéines peut être bénéfique seulement chez les sujets qui ont un bon apport de calcium. Voici une étude effectuée par le groupe de mes collègues, encore une fois à l'Université Harvard, qui a examiné la cohorte d'ostéoporose de Framingham. Il s'agissait de particuliers dont l'âge moyen était de 75 ans. Et vous voyez qu'on examine ici les risques, les ratios donc de risque de fracture de la hanche pendant une période de suivi de 14 ans à travers des tertiles. Et vous voyez à gauche une relation positive. On ne s'y attendait pas. C'est-à-dire qu'il y avait plus de risque de fracture de la hanche avec une plus forte consommation de protéines. Mais à droite, vous voyez que la protéine protégée contre la fracture de la hanche parce que nous avons stratifié les personnes selon le rapport en calcium. Donc, parmi les personnes qui avaient plus de 800 mg par jour d'apport en calcium, c'est uniquement à ce moment-là que la protéine protégeait contre la fracture. Pour ces raisons d'interaction et également en raison des différents profils d'acides aminés, des protéines en provenance de différents aliments et de l'interaction des protéines avec les autres nutriments, nous devons nous poser la question de s'il faut porter une attention particulière à certains types d'aliments à forte teneur en protéines. Avec l'étude d'Osteoporose Framingham, nous avons essayé de créer des schémas alimentaires concordant avec l'apport de protéines des hommes et des femmes. Nous avons examiné la densité minérale osseuse à travers les 5 grappes d'apport en protéines que nous avons identifiées chez ces femmes et ces hommes à 3 marqueurs de la hanche et à la colonne lombaire. Et vous voyez que nous avons trouvé des interactions importantes avec des schémas alimentaires forts en protéines, surtout au col du fémur, donc en haut à gauche, le chiffre en haut à gauche, et avec le lait écrémé, c'est-à-dire les personnes où le plus fort pourcentage de leur apport en protéines provenait du lait écrémé à faible teneur en gras, ils avaient une densité plus importante à l'ange que les consommateurs d'aliments transformés ou de viande rouge. Et cette tendance s'est répercutée dans tous les autres sites osseux et nous avons également publié sur une cohorte plus jeune de cette population si ces résultats peuvent vous intéresser. En raison de l'intérêt que nous portons aux protéines et tous ces nutriments qui protègent la santé osseuse et en raison de leurs interactions réciproques, l'impact des produits laitiers sur la masse minérale osseuse est très intéressant, à la fois chez les adolescents que chez les adultes. La recherche a régulièrement démontré que chez les enfants, l'apport de produits alimentaires protège les os. Et ici, vous voyez les résultats tirés d'un grand nombre d'essais randomisés chez les adolescents qui ont démontré que l'apport laitier protège contre la perte osseuse au fil du temps, surtout chez les enfants qui évitaient de consommer du lait de vache pendant de longues périodes de temps, qui avaient 3 fois plus de risque de fracture de la hanche que leur cohorte du même âge, cohorte de naissance du même âge. Voici maintenant l'apport laitier chez les adultes. Non, pardon, c'est chez les enfants, pas les adultes. Et il s'agit donc d'une étude de consensus qui a été publiée par la National Osteoporosis Foundation en 2014. Et cette recherche a trouvé des preuves de ces études et les a classées, accordant A aux
résultat le plus important, etc. Et donc, le calcium a joué un rôle dans la masse maximale osseuse. Donc, on a démontré que le calcium était protecteur et l'apport laitier a reçu la cote B. C'est-à-dire que l'apport laitier, en raison de ces nutriments qui sont uniques en leur genre, protège également la santé osseuse. Pour ce qui est de la santé osseuse et de la consommation de produits laitiers chez les adultes, là, l'histoire est un peu plus trouble. Les données ne sont pas parfaitement cohérentes parmi les études, alors qu'elles sont très cohérentes pour les études portant sur les enfants. Les méta-analyses n'ont pas démontré d'effets protecteurs chez les adultes en matière de risque d'ostéoporose et de fracture de l'ange, mais ces études sont limitées parce qu'elles ont été effectuées essentiellement sous forme de cohortes observationnelles. Et ce qui nous manque, ce sont des essais randomisés de bonne qualité examinant l'apport laitier et son impact sur la santé osseuse. Mais c'est très difficile à faire parce que ça coûte très très cher et exige également d'examiner des individus qui ne consomment pas de produits laitiers. Il y a beaucoup d'interactions parmi les nutriments qu'on ne peut pas vraiment, dont on ne peut pas tenir compte. Il est donc difficile d'évaluer si c'est vraiment les produits laitiers qui influent sur la santé osseuse chez les adultes. Mais en 2015, une étude a conclu que le calcium et les substances laitières collectivement contribuent de façon importante à la santé osseuse des adultes. Voici une étude récente publiée par mon groupe à l'Université Harvard dans le Journal of Nutrition en 2017. Et nous avons examiné l'apport laitier, pas simplement total, tous individus confondus dans la cohorte Framingham, mais on a stratifié selon l'utilisation de suppléments de vitamine D. Et à droite, vous verrez en rouge, au trochanter, que les personnes qui consomment beaucoup de fromage, de lait, de yogourt avaient beaucoup moins de pertes osseuses au fil des années, seulement à condition qu'elles prennent également des suppléments de vitamine D, ce qui laisse entendre qu'il y a une interaction potentielle entre l'apport laitier et la vitamine D dans la protection de la santé osseuse. Et j'aimerais finalement également vous faire connaître une étude qui a été publiée très récemment, au cours des 2 derniers mois, examinant la consommation de yogourt chez les Irlandais d'âge adulte. Dans l'étude Framingham, il est difficile, pas simplement dans Framingham, mais dans beaucoup de cohortes aux États-Unis, il est difficile de déterminer si cette consommation a un impact sur la santé osseuse parce qu'il y a si peu de variations dans l'apport en yogourt. Beaucoup de gens ne consomment pas de yogourt. Mais en Irlande, il y a beaucoup de consommateurs importants de yogourt. Donc, dans cette cohorte irlandaise, les chercheurs ont pu identifier qu'un apport important de yogourt, c'est-à-dire plus d'une portion par jour, protégeait donc la masse osseuse totale et du col du fémur, chez les hommes et chez les femmes. Donc, nous devons vraiment poser ces questions. On doit se demander quel est l'impact des produits laitiers sur la santé osseuse des adultes chez des individus qui ont des apports qui varient énormément. C'est la seule façon pour nous de répondre à ces questions. Je commence à manquer de temps. Alors, pour conclure, je vais passer en revue rapidement les dernières diapositives qui vous expliquent pourquoi nous pensons qu'un produit laitier fermenté tel que le yogourt pourrait avoir un impact sur la santé osseuse. L'une des questions qui prédomine est de savoir si les produits laitiers peuvent avoir un impact sur le microbiome, c'est-à-dire sur toute la population de bactéries qui sont répandues dans nos organismes. Nous avons un grand nombre donc de bactéries partout dans nos corps, à l'intérieur et à l'extérieur des organismes, et vous verrez à droite, je vous montre les différents types de bactéries qui prédominent dans les voies digestives, et les types de bactéries varient énormément, passant de la bouche jusqu'au bout du côlon. Les populations sont très variées. Le vieillissement s'accompagne de ce qui s'appelle la dysbiose microbienne. Au moment de la naissance, nous sommes stériles essentiellement et au cours de nos vies, à mesure que nous sommes exposés à des facteurs environnementaux et à une différente alimentation, nous développons des systèmes microbiens très vastes et très variés. Mais à mesure que nous vieillissons, ces populations de bactéries intestinaux diminuent. Donc, nous avons moins de diversité dans nos intestins. Et ce qui s'appelle la dysbiose microbienne, qui est associée à beaucoup de résultats mauvais pour la santé, notamment risque d'ostéoporose, risque de fracture. Donc, sur cette diapositive, je vous montre que la microbiote intestinale est une forme de régulateur de la masse osseuse et on peut avoir un impact sur ce microbiome même 24 heures après un changement de régime alimentaire. L'utilisation d'antibiotiques et autres facteurs environnementaux ont
une influence sur la diversité du microbiome et sur l'activité du microbiome. Et l'activité du microbiome peut avoir des retombées sur la quantité de micronutriments que vous consommez sont absorbés. Combien de calcium, de magnésium, de vitamine D et de potassium sont absorbés à partir de votre alimentation. Ça dépend de la diversité de votre microbiome. Et le microbiome peut également influencer notre système immunitaire, régule la barrière endothéliale intestinale et plus votre couche mucosale est épaisse et saine, plus cela va protéger votre santé osseuse, croyez-le ou non. Et finalement, plus vous avez de diversité de ces microbiotes et plus votre système est anti-inflammatoire, cela peut avoir une influence sur l'inflammation systémique, ce qui a des retombées sur la santé de l'os par cette canopée vasculaire que j'ai déjà évoquée. Alors, voilà une brève introduction de comment le microbiote intestinal peut avoir des impacts sur la santé osseuse. C'est un nouveau domaine de recherche et j'espère pouvoir vous présenter un jour un autre webinaire sur ce sujet fascinant. Alors, je remercie et je rends hommage à mon équipe de recherche à l'Université de Massachusetts Lowell et à l'Institut pour la recherche sur le vieillissement de l'École de médecine de Harvard et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci énormément, Dr. Mangano. Quelques questions nous ont été posées par les participants au webinaire. Alors, vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Nous allons utiliser tout le temps à notre disposition. D'abord, pourriez-vous rapidement passer en revue encore une fois pourquoi le calcium des produits laitiers est davantage biodisponible par rapport à ceux présents dans d'autres formes d'aliments tels que les légumes verts feuillus? Oui, je l'ai passé en revue relativement rapidement. Alors, je récapitule. D'abord, examinons ceci du point de vue de pourquoi d'autres produits alimentaires tels que les légumes verts feuillus ont moins de biodisponibilité. Eh bien, la biodisponibilité du calcium est moins forte parce que les légumineuses, les fèves et autres contiennent d'autres produits, les oxalates et des composants d'acide phytique, qui sont des chélateurs, c'est-à-dire qui s'attachent à des anions positivement chargés tels que le calcium, s'y attachent, font une liaison et ne le libère plus. Donc, si le calcium est lié à une autre substance, il ne peut pas être absorbé et il est donc éliminé par les fêtes, la matière fécale. Et donc, pourquoi est-ce que il y a plus de biodisponibilité de calcium dans les produits laitiers? Eh bien, c'est parce que les produits laitiers ne contiennent pas ces autres produits. Donc, si vous ne consommez pas une grande quantité de ces autres éléments alimentaires lorsque vous mangez vos produits laitiers, vous n'allez pas empêcher le calcium d'être absorbé. Ça, c'est un mécanisme connu. Mais ce qui fait l'objet de recherche, c'est ce qu'on appelle les protéines du lait ou de peptides spécifiques au lait qui ont une composition unique en son genre, qui peut augmenter l'absorption du calcium directement dans l'intestin grêle. À ma connaissance, le mécanisme d'action fait encore l'objet de recherche, mais il y a des protéines spécifiques qui peuvent augmenter le calcium, l'absorption, et qui n'existent que dans les produits laitiers. Que direz-vous à vos patients qui refusent de consommer des produits laitiers ou qui n'en consomment pas assez? Excellente question. Tout patient qui refuse des produits laitiers, bien sûr, je leur demande toujours pourquoi. Est-ce que c'est la texture? Est-ce que c'est une intolérance? Au cas où il y aurait des produits laitiers fermentés qu'ils soient capables de tolérer en raison de leurs avantages pour le microbiome. Ces produits fermentés, typiquement, contiennent moins de lactose et sont donc habituellement bien tolérés par rapport à d'autres produits laitiers non fermentés. Si les patients ne tolèrent pas de produits laitiers, quels qu'ils soient, je recommande des produits non laitiers, des substituts enrichis, parce que le calcium, absorbé directement de tout aliment, a un impact plus positif que les suppléments seuls. Donc, s'ils achètent, par exemple, un jus d'orange enrichi ou un produit de substitution non laitier enrichi, je leur dis, s'il vous plaît, agitez bien le flacon, la bouteille, avant que vous ne versiez cela dans votre verre ou sur vos céréales, de manière à ce que le calcium qui s'est solidifié en bas dans le mélange soit bien mélangé à travers tout le liquide, de manière à en obtenir un maximum de calcium, à partir donc de cette substance enrichie. Comment est-ce que vous pouvez réconcilier les recommandations de calcium qui peuvent varier d'un pays à l'autre? Une excellente question, encore une fois. Vous verrez que dans la recherche que je vous ai montrée, nous avons stratifié ou ventilé
l'apport en calcium en 800 mg par jour, ce qui est typiquement inférieur aux recommandations de la plupart des pays à ma connaissance. La raison pour laquelle on a fait cette stratification, cette ventilation, c'est parce que c'était l'apport médian de ces populations. On a réparti les sujets en deux populations égales. C'est important pour des raisons statistiques. Et même si on a stratifié les participants à 800 mg, ce qui est moins que les recommandations de la plupart des pays, tous les individus qui avaient plus de 800 mg d'apport calcium par jour ont démontré des effets bénéfiques supplémentaires pour la santé osseuse. Donc, bien que nous devrions tous essayer d'atteindre les apports recommandés, parce qu'il n'y a pas d'effet négatif, le fait que de nous rapprocher de ces niveaux recommandés est déjà une bonne chose. Il y a énormément de variations d'une personne à l'autre. Il y a des écarts génétiques qui éliminent essentiellement ces recommandations qui varient d'un pays à l'autre. Dans l'ensemble, il s'agit d'encourager les patients à consommer davantage s'ils ne répondent pas aux recommandations actuelles. C'est le volet le plus important. Et il faut garder à l'esprit ce qui est faisable essentiellement pour vos patients, plutôt que de viser le maximum ou leur demander de compter des milligrammes, etc. Demandez-leur de varier leur régime et de voir ce que le patient peut raisonnablement atteindre. Et même un petit pas en avant, c'est déjà une bonne chose. Beaucoup des études que vous avez décrites sur le calcium, le potassium et le magnésium utilisaient des suppléments. À votre avis, est-ce que des résultats semblables peuvent être atteints avec une alimentation saine et variée, ou est-ce que vous recommanderiez que les patients reçoivent un grand nombre de suppléments? Très bonne question. Moi, habituellement, je recommande un régime varié et que l'on absorbe ces nutriments par l'alimentation, parce que je n'ai pas pu vous montrer des données qui démontrent que non seulement le calcium, mais que les nutriments au sens large sont mieux absorbés par l'organisme à partir des aliments, peut-être en raison des peptides du lait ou par d'autres composantes structurelles que nous n'avons pas encore découvertes dans les aliments qui améliorent l'absorption des nutriments à partir directement des aliments. Mais c'est la raison pour laquelle je recommande que les patients reçoivent toujours l'apport maximal directement des aliments plutôt que des suppléments. Mais je ne rejette pas les suppléments. Donc, si le patient n'est vraiment pas capable, je fais beaucoup de recherches pour trouver les bons suppléments et ce qui est approuvé sur le marché et ce qui est sécuritaire pour le patient. Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les recommandations les plus récentes pour l'apport en calcium pour les adultes de 50 ans et plus? 1200 mg par jour. Est-ce que c'est pareil ici? Oui, très bien. 1200 mg par jour. Vous avez beaucoup parlé de la biodisponibilité du calcium dans les légumes feuillus ou verts par rapport au lait. Qu'en est-il des boissons à base de soja? Est-ce que c'est comme le tofu? Eh bien, oui, la biodisponibilité du calcium pour les produits à base de soja varie. Parce que les produits de soja contiennent naturellement des phytates et des oxalates qui peuvent servir de liant et peuvent donc réduire la biodisponibilité du calcium. Le lait de soja enrichi a une plus faible production de ces chélateurs qui empêchent l'absorption de calcium, donc le lait de soja est une bonne solution de rechange. Le tofu, quant à lui, est particulièrement intéressant parce que lorsqu'un patient en achète, il faut faire attention au type de liquide dans lequel le tofu a été solidifié. Ça peut se faire dans de l'eau non minéralisée qui ne contient aucun calcium et par conséquent on n'augmente pas la quantité de calcium dans ce tofu. Vous verrez sur le tableau que je vous ai montré qu'on voit tofu solide avec calcium. Donc certaines compagnies solidifie le tofu dans de l'eau qui est enrichie de calcium. Et donc, le tofu absorbe ce calcium et devient donc enrichi au calcium. Donc, typiquement, il y a une bonne biodisponibilité de calcium dans ces produits, même si elle n'est pas l'équivalente de la biodisponibilité du calcium dans les produits laitiers. Une dernière question. Que diriez-vous aux parents qui veulent donner à leurs jeunes enfants un substitut de lait, tel qu'une boisson à base d'amandes? Quel est l'impact de ceci pour la santé osseuse et la quantité de calcium? Eh bien, les recommandations sont les mêmes que pour les adultes.
Si c'est ce que l'enfant tolère, il faut veiller à ce que ce soit un produit enrichi au calcium et que le flacon, la bouteille, soit bien agitée avant la consommation. Et surtout chez les enfants. Et c'est surtout important de nos jours. Il ne faut pas mettre l'accent uniquement sur la vitamine D et le calcium. Il faut commencer à évoquer ces autres groupes alimentaires qui ont des retombées sur la santé osseuse, c'est-à-dire d'autres formes de produits laitiers que l'enfant peut tolérer. Et je n'ai même pas évoqué les fruits et légumes. Et la pléthore de données qui démontrent que les fruits et légumes sont bénéfiques pour la santé osseuse chez les enfants. Il faut également encourager l'activité physique, c'est-à-dire toutes les composantes de mode de vie sera avantageux pour l'enfant et lui permettra d'atteindre sa masse osseuse maximale. Notre temps est épuisé. Merci énormément de votre participation active au webinaire et pour une première expérience. Et je suis ravie de vous annoncer que le prochain webinaire sera présenté jeudi, le 16 novembre, et le docteur Denis Savayano nous parlera de l'intolérance au lactose et des connaissances actuelles. Alors, notez la date, s'il vous plaît. Merci énormément, docteur Mango, et à la prochaine, tout le monde.